Décortiquer l'action présidentielle, analyser les actes, comprendre les choix, écouter le peuple, c'est la vocation d'Écho du Palais Toumaï. Merci de nous rejoindre pour ce 17e épisode. La grande messe onusienne à New York, un colloque international pour contrer la haine et l'inauguration de la centrale solaire de Yarmaya, c'est l'essentiel de la semaine, signé Naïm Ahmad Baba dans la rubrique Actu en bref. Cette semaine est marquée par plusieurs activités où le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est fait représenter pour raison d'agenda. Tout d'abord, le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamaï Halina, a représenté le président de la République à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 22 au 29 septembre 2025 à New York aux États-Unis d'Amérique. Placé sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme », le Premier ministre ambassadeur Alamaï Halina a prononcé un discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU. À un autre sommet convoqué et présidé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef du gouvernement a donné lecture de l'allocution du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il a alerté les leaders mondiaux sur les défis liés à l'assèchement du lac Tchad, ainsi que les menaces terroristes entretenues par Boko Haram. Du côté des médias et de la régulation, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, AMA, a lancé les travaux du colloque international du réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIARC, couplé à la célébration de son 30e anniversaire. Le chef de l'État a été représenté par le Premier ministre par intérim, Dr Tom Erdimi. Placé sous le thème « Les mécanismes de lutte contre les discours de haine, état des lieux et perspectives », cet événement a réuni des experts, des régulateurs, des journalistes, des universitaires, ainsi que des représentants des institutions venues de plusieurs pays. La question énergétique, l'un des problèmes les plus récurrents que rencontre notre pays, est lui aussi en train d'être solutionné. Ce samedi 27 septembre, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Mohamed Ahmad Al-Habou, représentant le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé la cérémonie officielle d'inauguration de la centrale solaire Nour Tchad de Yarmaya. Lancée il y a 9 mois, cette centrale photovoltaïque a une capacité de 50 MW avec 5 MW de batterie de stockage. Construite sur une superficie de 468 245 m², elle est déjà raccordée au réseau de Tchadelec via une sous-station. Dorénavant, la production de Tchadelec, qui est de 30 MW, passera à 170 MW dans la ville de N'Djamena. Après l'agenda politique, place à l'analyse scientifique. La saison de pluie 2025 intrigue autant qu'elle inquiète, abondante, prolongée et parfois imprévisible. Pour en comprendre les spécificités et les impacts sur l'agriculture, l'économie et le quotidien des Tchadiens, nous recevons un expert. Il s'agit de l'agrométéorologue Biampambe Patale, également directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Il nous livre son éclairage d'un regard d'expert. Cette particularité se distingue effectivement par la précocité d'abord de la saison. Très tôt, on a commencé à recevoir les pluies. Elle se distingue aussi par sa persistance. Ça veut dire quoi? Il y a interruption, top, il revient immédiatement. Au moment où on s'inquiète et il arrive. Et également par son intensité anormale. Pourquoi je dis anormale? J'appuie dessus du fait que quand il y a occasion de pleuvoir, il pleut en un temps record une grande quantité. On observe également une extension inhabituelle de la saison. C'est ce que nous sommes en train de voir. D'habitude, déjà à cet instant précis, à N'Djamena, nous sommes vers la fin de la saison. Et effectivement, quand on prend les données pour les travailler sur une série d'années, on voit exactement qu'il y a une irrégularité dans leur évolution. Il y a également une intensité extrême que je venais déjà de mentionner. Donc, la prolongation de la saison même est presque le symptôme typique de ce réchauffement climatique. Ces anomalies traduisent effectivement une perturbation des régimes pluviométriques, notamment du fait que le front intertropical qui nous donne l'indication de voir comment progresse la saison tend à aller peut-être plus vite et plus haut qu'avant.
Par exemple, cette année, on a eu à remarquer que ce front intertropical que nous suivons était sorti carrément hors du Tchad. C'est aller vers la Libye. Et ça veut dire que la masse d'air qui venait du sud-ouest, chargée des vapeurs, a poussé plus fort la masse d'air sèche qu'on appelait l'harmattan là. Et c'est ce que nous avons remarqué. Surfaya, il a pu jouer une grosse pluie. Et je crois même un peu dans le mois d'août aussi, il y a eu une pluie dans la partie sahélienne assez perturbante pour ceux qui y vivent. Nous avons dit que la saison serait précoce. C'est ce que nous avons communiqué en date du 30 mai. La saison serait précoce. Alors au moment où nous communiquons, déjà il y avait eu des pluies dans beaucoup de parties tchadiennes. Donc là, à ce niveau, les experts sur la prévision saisonnière des saisons pluviométriques n'ont pas tort. Ces épisodes secs dont on parlait aussi, nous l'avons signalé. On a dit par endroit ça peut aller à 10, d'autres ça peut aller entre 7 et 8, mais certaines, il faut le dire scientifiquement, quand on a revérifié, il s'avère que même il y a des régions, ou bien des localités qui ont enregistré presque 15 jours sans pluie. La saison prolongée, elle est à double tranchant. D'abord, elle est bénéfique ou elle bénéficierait peut-être aux cultures à cycle long comme le sorgho, le riz ou les maïs de plus de 70 jours ou bien des riz de bas-fond qui ont besoin effectivement d'humidité soutenue. Ça veut dire toutes ces pluies qui font là. Pour le riz, ça ne lui dit rien. Si déjà il est bien fixé au départ, c'est bon. Et là, on peut espérer tomber sur une récolte assez moyenne. Mais en revanche aussi, si par exemple, moi j'ai choisi de faire des cultures de cycle court, ça veut dire généralement comme les pluies nous ont dribblé entre les années 84 jusqu'à 90, voire 2000, on a tendance à glisser vers les cultures de cycle court. Si j'ai fait ça, telles que les milles hâtifs ou l'arachide précoce ou les nébés, ça, il y a un risque de pourriture dû à l'humidité. Même si vous récoltez, le stockage à la maison vous demandera toujours d'être prêt avec le séchage. En voulant sécher, voilà l'autre pluie qui arrive alors que nous sommes en fin de saison. Là, ça peut appeler à des maladies telles que le genre de champignons qui sont aussi nocifs pour la vie. Mais si quelqu'un fait une culture de cycle long, effectivement, il y aura les stress des fins de cycle, il n'y aura pas une bonne production. Sur la base des observations actuelles, les rendements du sorgho et du maïs sont attendus légèrement proches de la moyenne sur les 5 dernières années, notamment dans les zones soudaniennes, pour ceux qui ont eu à réussir avec les toutes premières pluies. Et pour les milles, par exemple, on pourrait être un peu mitigé en disant que légèrement en dessous de la moyenne, surtout pour les zones sahéliennes où en ce moment on attend plutôt la floraison des milles. Or, quand il y a floraison et qu'il y a beaucoup de pluie aussi, ça lessive les grains de pollen, la fécondation n'est pas bonne pour avoir des grains. Là, c'est un aspect. Et deuxième aspect, l'humidité importante n'est pas beaucoup aussi favorable pour le mil, parce que le mil, c'est une plante sahélienne, elle a beaucoup besoin juste du minimum de pluie. Donc à ce niveau déjà, on voit que il y aura quand même des rendements mitigés, et puisque le cycle de maturation serait un peu perturbé également. On peut dire globalement que la campagne pourrait être moyenne. Pour ceux qui ont bien suivi des conseils agrométéo ou qui continuent toujours à suivre encore, et je pouvais ajouter sous réserve de la maîtrise de fin de saison. Je dirais peut-être tous les deux, parce que effectivement ceux qui font le commerce, pour ne pas peut-être être trop péjoratif, ils spéculent effectivement sur le devenir de la saison et sur l'acquis de la précédente saison. Donc, on peut dire la relative stabilité du prix est liée effectivement à
la production de l'année dernière, qui ont promis aussi une bonne reconstitution partielle du stock. Ça veut dire autant les ménages ont assez fait de stock et autant les commerçants en ont fait. Et naturellement, ça essaie de toujours gérer l'équilibre du marché. Après avoir scruté le ciel et ses impacts, place à la terre et à ce qu'elle produit, le coton, surnommé l'or blanc du Tchad, retrouve une nouvelle vitalité grâce aux engagements du président de la République. Nassou Noudjiti nous fait le point dans Puy de Douchantier. Jadis, fleuron de l'économie nationale, avant l'entrée de notre pays dans le cercle très restreint des pays producteurs du pétrole, l'or blanc tchadien, comprenez le coton, représente environ 10% du produit intérieur brut et fait vivre plus de 3 millions de personnes. De son processus de gouloir à sa descente en enfer en passant par sa résurrection actuelle, sous la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, la culture du coton figure en bonne place du chantier neuf du programme politique du chef de l'État qui place au cœur de ses préoccupations la transformation en profondeur de l'économie rurale. Les chiffres sont parlants, plus éloquents que le verbe. En effet, le coût total du soutien de l'État à la relance de la culture du coton s'élève à près de 46,77 milliards de francs CFA de 2020 à nos jours. Ils se répartissent comme suit. Campagne cotonnière 2020-2021, 18,3 milliards de francs CFA suite à la très forte hausse des engrais due à la pandémie de la COVID-19 qui a entraîné la fermeture des usines d'engrais et l'explosion des frettes maritimes et terrestres. Campagne 2022-2023, subvention de 15,23 milliards de francs CFA en raison de la guerre Russie-Ukraine et la crise des approvisionnements. Campagne cotonnière 2023-2024, subvention de 16,24 milliards de francs CFA. Campagne 2024-2025, l'État s'est engagé à financer le prix d'achat du coton grain pour un montant de 4,7 milliards de francs CFA. Pour le compte de la campagne 2024-2025, la Coton Tchad, société nouvelle, table sur une croissance de 36% de la production nationale, soit 150 000 tonnes. Le Tchad est l'un des principaux producteurs et exportateurs africains du coton avec le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Cet or blanc est cultivé principalement dans les provinces du Logone oriental, du Moyen-Kébi ouest, du Logone occidental, du Mandoul, de la Tandjilé, du Moyen-Chari et du Moyen-Kébi est. Les cotonculteurs bénéficient des encadrements techniques et recherches agronomiques dans le cadre de l'amélioration des semences et rendements des structures étatiques telles que l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, ITRAD, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et l'Institut de recherche en élevage pour le développement, IRED. C'est dire que sous l'impulsion du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le coton, qui est une ressource intarissable de notre économie, retrouve ses lettres de noblesse, comme en témoigne la relance de la Coton Tchad et les efforts en cours qui visent à augmenter la production vivrière et la production des rentes. Si le coton a été détrôné au début des années 2000 par le pétrole et d'autres produits comme l'élevage et le sésame, force est de reconnaître qu'il reste un puissant levier d'inclusion sociale. Il dynamise les provinces, alimente le commerce local et relie les champs aux usines de la graine jusqu'au textile. À travers cette filière, c'est tout un écosystème que le président de la République a à cœur de faire émerger pour accélérer la transformation économique, industrielle et sociale du Tchad.
Ils sont massifs, omniprésents et parfois encombrants, les gros porteurs. Dans les rues d'Ndiamena, le stationnement est devenu un véritable casse-tête urbain. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'ampleur du défi et donner la parole aux premiers concernés. Angal Toklok nous plonge au cœur du problème. Bienvenue dans l'œil de l'équipe. Commune du 9e arrondissement de la cité capitale. Il est 9 h du matin. Les grandes artères de cette municipalité sont déjà saturées de camions gros porteurs stationnés, tenez-vous bien, sur la chaussée. Au carrefour, devant les marchés, sur les accotements et parfois même en double file, ces mastodontes de plus de 12 mètres perturbent, pour ne pas dire obstruent la circulation, créent des embouteillages et oblige motos et piétons à se faufiler entre les véhicules pour pouvoir se frayer un passage. Il y a beaucoup d'embouteillages sur la route. Bon, on ne peut pas aller en ville ou bien on ne peut pas aller vers Koundoul, mais ça nous dérange beaucoup. En cas d'urgence, tu ne peux pas prendre quelqu'un malade pour aller à l'hôpital, pour aller même, la route n'est pas bonne. Et la route de l'hôpital même a pris l'eau. Le parking même a pris l'eau. Pour cela, ça gêne trop les populations. Est-ce que le gouvernement peut nous voir ça et peut nous arranger sur ces cas-là? Pourtant, la réglementation municipale est claire. Le stationnement des poids lourds en ville est interdit, sauf pendant les horaires de transit nocturne. Mais dans les faits, cette mesure est largement ignorée. Interrogé sur les raisons de ce stationnement en pleine voie, un chauffeur de poids lourd se défend. Je suis arrivé ici et j'ai trouvé les fils de camions en route. Bon, j'ai cherché à entrer dans le parc, mais il n'y a pas moyen. Si le parc est bien, ils entrent dedans. Bon, quand le parc n'est pas bon, ils sont obligés de garer en route. Mais ils vont faire même les 2 semaines, mais ils seront garés en route. Il faut qu'on force à arranger le parc. C'est ça le grand problème. Parce que garer en route n'est pas bien. Parce que si je gare en route comme ça, il y a les motos, il y a les voitures, il y a les petites voitures, les camions même, les bennes et tout ça qui font la route et qu'on a bloqué une moitié de la route. Donc même moi, mon cœur n'est pas tranquille. Une moto peut venir me percuter et je suis en route, je suis en erreur. Parce que moi aussi je fuis un problème là-bas dans le parc. Et je peux dire que c'est les gens de parc qui causent tous ces torts. Un autre chauffeur évoque un paradoxe plus profond. La mairie perçoit une taxe de 25 000 francs CFA par camion, censée contribuer à l'aménagement des espaces logistiques, mais aucun parc n'a été aménagé. On paie 25 000 à la mairie. On ne voit pas le parking que la mairie a arrangé qu'on paie 25 000. Et chaque temps, c'est les tracasseries. Je suis à 1 mois ici. On ne sait pas le pourquoi nous sommes immobilisés. Ils ne disent pas le pourquoi nous sommes immobilisés. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Et c'est trop de tracasseries. Et chaque temps, c'est comme ça, des tracasseries. Vous allez à Moundou, il y a plus de 50 camions garés. Contacté à ce sujet, la mairie admet qu'il est difficile de faire respecter l'interdiction de stationner sur la voie publique en saison des pluies. Le directeur de l'urbanisme, de l'aménagement et du transport urbain, Gatngar Kouasna Rodrigue, explique. Ce phénomène, il est accentué essentiellement pendant la période de saison de pluie. Vous remarquez effectivement qu'il y a énormément de véhicules qui stationnent le long des goudrons. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gares routières qui sont prévues pour que ces véhicules puissent être garés à l'intérieur de ces gares routières. Mais malheureusement, ces gares routières n'étant pas bien aménagées, ces chauffeurs ne peuvent pas stationner à l'intérieur donc, de ces gares routières-là. Mais la mairie n'est pas restée bras croisés. Le nouvel exécutif municipal, dès le mois d'avril, nous avait instruit pour faire des travaux de mise hors d'eau de la gare routière de Toukra et de celle de Lamadi. Sur la question des prélèvements des 25 000 francs CFA, le directeur de l'urbanisme, de l'aménagement et du transport urbain assure que l'argent sert à entretenir les parcs. Mais il reconnaît que l'aménagement du parc de Toukra, prévu pour les poids lourds,
peine à avancer à cause d'un problème foncier. Ce sont des frais de stationnement autorisés donc par la loi, autorisés par les tests en vigueur. Et normalement, ces 25 000 francs devraient servir justement à améliorer les conditions de stationnement, à créer des parcs pour que l'exercice de cette activité puisse se faire dans les règles. Mais quand nous sommes confrontés à un espace qui est malheureusement qui est le nôtre, hein, mais qui a été morcelé par le ministère de l'Urbanisme et attribué aux gens, c'est difficile d'avoir donc un espace pour aménager normalement. Mais les 25 000 que nous prélevons, c'est vraiment dans l'idée vraiment d'organiser, de faire des parkings, de moderniser en tout cas le stationnement pour ces véhicules. Nous avions donc proposé un projet de construction d'une gare moderne au gouvernement et nous avions eu l'accord du gouvernement pour pouvoir le faire. C'est le financement qui pose problème et c'est en tout cas le lieu encore ici de faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès des partenaires pour que cette gare moderne là puisse avoir lieu et à l'Amadi et au niveau de Toukra pour pouvoir un peu contenir ces véhicules qui posent un peu de problèmes de circulation dans la ville de N'Djamena. Le stationnement anarchique dépasse le simple désagrément visuel. Il a des impacts concrets et graves sur la vie quotidienne. Sécurité routière compromise, intervention des secours en cas de maladie retardée, perte économique, dégradation accélérée de la chaussée, etc. Nous avons fait une proposition à M. le maire. Voilà, la ville, là, nous sommes des citoyens comme toi et il nous appartient à vous aider pour que la ville soit comme toute autre ville. Créons une commission, syndicat, mairie, peut-être État, peut-être des hommes de bonne volonté. Nos camions soient garés où n'importe où, on tombera d'accord entre nous et où se trouve le couloir qui nous permettra de faire la circulation librement et les autres également. Le maire nous a répondu en soi-disant, il la prend en charge mais progressivement. Mais les accidents ne nous attendent pas. Si N'Djamena veut retrouver une circulation fluide, sécurisée et durable, le stationnement des poids lourds doit être repensé et réorganisé. Mais les arrêtés et sanctions ne suffiront pas. Il faudra une volonté politique forte, des investissements ciblés pour créer des espaces logistiques adaptés et surtout une concertation réelle entre les autorités, les transporteurs et les acteurs urbains. Les camions stationnent, mais la vie, elle, continue tout autour. Entre impatience, agacement et nécessité, les citoyens traduisent mieux que quiconque l'impact du parking à la sauvette de gros porteurs en N'Djamena. Alors laissons parler la rue dans Ilan. La voie est tellement restreinte. Et pendant que les véhicules se stationnent, on voit que ça cause trop des accidents. Et ce sont des accidents vraiment mortels. Ce ne sont pas des accidents, peut-être que la personne peut encore survivre. Mais c'est tellement mortel. Si l'État peut faire l'autre, comme on appelle le parc, pour que les voitures puissent se stationner quelque part, et arriver à 22h, ils peuvent quitter tranquillement. Et je pense que ça va un peu amener la sécurité à ceux qui circulent. J'ai fait appel à des polices municipales, telles que les mairies, de faire leur travail. Puisqu'ils bloquent toute la route, soit disant qu'ils payent des trucs de stationnement. Ils payent pour stationner. Alors tu viens, tu les parles, ils te grondent qu'ils payent des trucs. Voilà, tout ça donc je fais recours à la police municipale. Et nous interpellons les autorités compétentes qui concernent la police, la gendarmerie, à prendre des responsabilités pour libérer la voie à la population d'Ngeli. On se pose la question, nous les habitants d'Ngeli, est-ce que vraiment on a un maire de la ville ou bien on doit attendre le président de la République de descendre lui personnellement nous libérer la voie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Des choses comme ça va amener nous beaucoup d'accidents. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un endroit réellement qu'on devait ramener les gros porteurs en attendant que l'heure où ils vont alors se déplacer? Je ne sais pas. Mais sinon, selon moi, on devait trouver des places pour qu'ils devaient garer en attendant avant qu'ils continuent leur voyage. Ma proposition au gouvernement est que le gouvernement puisse faire un effort pour trouver un espace plus grand, plus aéré, mieux aménagé pour que ces gros porteurs-là puissent stationner à ce niveau-là
et peuvent sortir aux heures indiquées par le gouvernement, qui est généralement à partir de 23 heures. Parce que ce n'est pas de 23 heures que les gros porteurs traversent le pont pour aller à l'intérieur. Mais généralement, dès que tu reviens le matin à 6 heures, à 7 heures, ou alors à midi, à 14 heures, à 15 heures, tout le temps, ils sont stationnés. Et ça perturbe énormément de circulation. Ça provoque beaucoup d'accidents. Une semaine d'action, une réflexion d'experts, un constat sur le terrain et enfin des citoyens qui prennent la parole. Voilà le souffle qui a porté ce 17e numéro. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition, ici même au cœur de l'action présidentielle et des réformes avec Écho du Palais Toumaï.